Moi, je suis le seul enfant, d'où mon égocentrisme et mon égoïsme. Ta mère qui travaille tous les jours, qui essaye même de repasser le concours de médecin en France, alors qu'elle a pas le... Enfin, tu vois, et ton père qui rentre bourré. Tu sais, quand on pense à la maladie, on pense toujours au truc... Tu sais, quand t'entends le mot cancer, t'es pas bien. Tu dis, mais tu me dis, c'est juste pour un truc que j'ai dit là, ou t'es pas d'accord avec un avis rap? J'arrive sur la dernière saison du Code. La rentrée 2024, la saison 2024-2025, la rentrée, je voulais pas trop la faire. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 5 dates. Aujourd'hui, on est avec Mehdi. Comment ça va? Très bien. Et toi, Inès? Bah écoute, ça va super, on est ravis de te recevoir dans ce format. Trop bien, le plaisir est pour moi. Donc le principe de 5 dates est super simple. Je vais te présenter 5 dates clés sur ton parcours et tu vas me dire à chaque fois ce que ça t'évoque. Trop bien, let's go. C'est parti. Alors, je te propose de commencer par le point de départ, le 10 juillet 1986. Oui, Elle t'évoque quoi cette date? Enfin, je veux dire, je me souviens non pas du tout, j'ai aucun souvenir de ça. Le 10 juillet 1986, c'est ma date de naissance. Ouais. Ouais, je suis né... Enfin, notre siècle, en Algérie, à Intaya exactement, donc dans la banlieue d'Alger. Bah, ça m'évoque, évidemment, pas de souvenirs, mais ça m'évoque tout, les premières années de ma vie. Je suis resté en Algérie de ma naissance jusqu'à mes 4 ans. Tu vois, c'est drôle parce que je suis papa maintenant, et ma fille, elle a 4 ans et demi, et je n'ai aucun souvenir de mes 4 premières années. Et je me dis, moi, je suis là tous les jours pour ma fille, je m'en occupe tous les jours. Elle n'aura aucun souvenir de ça, tu vois. Même quand t'achètes des cadeaux, des... Tout. Et franchement, je te jure que quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait un peu... Ça m'a rendu triste. Après, c'est pas grave parce que c'est quand même des années qui sont super marquantes et tout, mais il y a vraiment un truc où tous ces souvenirs que moi j'ai, elle les aura pas, quoi. Et voilà, mais bon, c'est le début. Tu pourras peut-être pas me répondre si t'as pas de souvenirs, mais j'avais une question. En Algérie, est-ce que tu baignais déjà dans une culture musicale? Pas vraiment en Algérie, pas vraiment. En fait, j'ai pas non plus baigné spécialement dans une famille où il y avait énormément de musique. Donc c'est une autre époque. J'y pensais il y a pas longtemps. Aujourd'hui, tu sais, tout le monde écoute de la musique toute la journée. Enfin, je veux dire, la musique, elle est facilement accessible sur son téléphone, etc. Quotidien, ouais. Et à l'époque, mine de rien, acheter un CD, un album, c'était quand même aussi... C'était une décision, un achat culturel, tu vois. Donc tout le monde achetait des CD, pas forcément, tout le monde n'avait pas des collections incroyables. Je veux dire, moi, ma mère était pas quelqu'un, c'est pas une mélomane, tu vois, genre elle avait pas la plus grande culture musicale, mais elle avait plein de CD à la maison. Et donc il y avait de la musique. J'ai commencé moi très tôt à écouter de la musique, notamment beaucoup de musique noire américaine. Ma mère écoutait beaucoup de Stevie Wonder, de Marvin Gaye, de Billy Paul, d'Aretha Franklin. Etta James, tout ça. Ouais, exactement, complètement. Donc j'ai grandi avec ça. Mais sans non plus qu'elle me dise c'est ça qu'il faut écouter. Enfin, tu vois, c'était juste... T'as baigné naturellement dedans. Ouais, c'était comme, je sais, il y a des gens qui sont pas cinéphiles mais qui vont au cinéma régulièrement. Bah, je crois que c'était ça, ma mère, en fait. Elle aimait la musique, elle allait à des concerts de temps en temps. Mais mine de rien, donc, il y avait quand même ce truc-là où il y avait de la musique et tout. Donc, c'était pas une famille de musiciens ou de passionnés de musique. Mais la musique était là. Et vous étiez combien dans votre famille? Moi, je suis le seul enfant, d'où mon égocentrisme et mon égoïsme. Non, je suis fils unique. Et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Et donc, c'était essentiellement ma mère et moi, quoi. Puis après, ma mère s'est remariée. Donc, on a été 2 puis 3. J'aimerais revenir sur un élément important. Tu as dit qu'à 4 ans, tu as quitté l'Algérie. Si je dis pas de bêtises, avec ta famille, vous avez dû fuir donc en 1990. Pourquoi? C'était un moment compliqué pour l'Algérie. C'était le début de ce qu'on appelait la décennie noire. Plusieurs personnes étaient menacées en Algérie. Ça pouvait aller de plein de personnes qui pouvaient représenter, tu sais, une forme d'intelligentsia ou de gens en place. Donc, mon père, en fait, était journaliste à l'époque. Et il a, je ne saurais pas te dire combien de fois, dans quelle mesure, mais il a présenté les JT en Algérie. Ma mère était médecin en Algérie. C'était des gens qui étaient, qui pouvaient être vus comme des gens en place, tu sais, donc étaient aussi... une menace. Exactement, en tout cas qui étaient menacés, je ne sais pas si représentait une menace, mais en tout cas qui étaient menacés parce que faisant partie du système. Eux comme plein d'autres, hein. Je veux dire, c'était le lot de beaucoup de familles algériennes qui ont migré à ce moment-là de l'histoire du pays. S'il n'y avait pas eu ces événements-là, je pense que j'aurais grandi là-bas et mes parents auraient continué leur vie là-bas. Mais donc c'est comme ça qu'on est arrivé. On est arrivé dans l'Oise, dans le 60, parce qu'en fait, ma mère, enfin le demi-frère du papa de ma maman, de mon grand-père maternel. Attends, j'essaie de situer. Donc le demi-frère du père de ta mère. Oui, c'est bon, exactement, je l'ai. Voilà, c'est bon, qui était un oncle en fait, du coup j'aurais aussi pu dire ça, qui était un oncle, vivait à Montataire, donc dans une ville du 60, tu vois. Donc on s'est retrouvés là. Tu vois, c'est marrant, tu vois, la vitesse, c'est assez arbitraire. C'est-à-dire que s'ils avaient été dans le Jura, on serait allé dans le Jura, tu vois. Si c'était aux States, t'aurais peut-être fini aux States. Ouais, exactement. Mais après, bon, il y a ce lien évidemment entre l'Algérie et la France. Donc on est arrivé en Picardie, et c'est là que j'ai commencé ma vie en France en tout cas. Tu vois, ça s'est fait de manière très
random, quoi, tu vois. Et on avait des gens là, donc on est là. Donc tes premiers souvenirs, tu les as créés là-bas puisque tu avais 4 ans. Complètement. Oh ouais, mes premiers souvenirs, c'est ça, c'est exactement ça. C'est dans la cité du 19 mars. À Montaterre en 1990, on habite dans un HLM au 11e étage, tu vois. Et là, tu en parles avec énormément de recul, justement de ce qu'on appelle la décennie noire. Ouais. Est-ce que toi, tu comprenais réellement ce qui se passait à l'époque? Non, pas du tout. Je comprenais vraiment pas du tout ce qui se passait en Algérie. Je me souviens plus, tu sais, qu'il y avait une forme de grande inquiétude de ma mère par rapport à ce qui se passait là-bas. C'est-à-dire que dès que ça parlait de l'Algérie aux infos, il y avait toujours ce truc de bon, il faut appeler, faut qu'elle appelle ses parents, faut qu'elle appelle sa sœur, parce qu'elle avait 2 sœurs, une était en Algérie et il y a encore aujourd'hui, l'autre est venue en France après, mais il y avait toujours cette inquiétude de... Il y avait un climat tendu. Il y avait un climat tendu et puis ça te fait de la peine pour ton pays, mais tu as aussi ce truc-là de est-ce que quelqu'un que je connais potentiellement est touché par ça. Donc je me souviens vraiment de ça, je me souviens aussi après du fait qu'on a quand même mis du temps avant d'y retourner, mais pas trop à cause de ça, plus à cause de... donc mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans et en fait pendant longtemps, il fallait l'autorisation paternelle pour un enfant, pour retourner en Algérie, etc. Enfin, il y avait tout un... Et donc c'était compliqué. Donc moi, j'ai pas pu y retourner de mes, je crois, 8 ans jusqu'à mes 15 ans. Ouais, j'y suis retourné très tard, fin des années 90, début 2000, parce que justement pour ces raisons familiales, etc. Mais voilà, mais en tout cas, je me souviens vraiment de ça. Je me souviens de l'inquiétude, de l'angoisse qu'il y avait à la maison dès qu'un événement en rapport avec l'Algérie était annoncé aux infos, quoi. Et comment on fait à 4 ans pour s'intégrer dans un nouveau pays? C'était pas si dur que ça. Je me souviens pas, ma mère m'avait raconté un truc, c'est que t'arrives en France et tu parles comme un petit Algérien, tu vois, de 4 ans, donc tu parles arabe bien sûr, tu parles français aussi, parce qu'en Algérie, les gens parlent français. Mais t'as un accent, ouais. Exactement. Et moi, je m'en souviens pas, mais je me souviens que ma mère m'avait dit que ça se moquait de moi et que du coup, je l'avais mal pris, j'avais pleuré, etc. Tout à l'heure, tu me parlais du métier de tes parents, donc en Algérie. Oui. Quand vous arrivez en France, est-ce que c'est avec la même qualité de vie, le même cadre de vie? Non, pas du tout. Mais moi, je m'en rends pas compte. Évidemment, c'est pas la même qualité de vie, parce que quand on était en Algérie, on avait une maison à Alger-Plage, qui n'était pas une grande maison, mais qui était une maison là-bas. Bon, c'est un quartier qui a beaucoup changé. À l'époque, c'était pas très cher, etc. Puis on arrive en France, et en fait, il n'y a pas l'équivalence des diplômes. Donc, ma mère, qui était médecin en Algérie, arrive en France et est infirmière. Donc, c'est pas le même statut. Oui. Et mon père, qui était journaliste, a pas trouvé de boulot, paix à son âme, hein, mais c'est quelqu'un qui a aussi eu beaucoup de problèmes avec l'alcool. Donc je le voyais combattre ses démons, ne pas travailler. Donc quand t'es petit, tu peux un peu tendance à le juger, tu vois. Et je pense qu'il a fait des erreurs, enfin il en a fait. Et puis aujourd'hui toi-même t'es père, donc peut-être que... Exactement, t'es père, et puis j'ai 40 piges bientôt. J'imagine moi demain si je dois quitter mon domicile de force, tu sais, avec ma famille, essayer de trouver une situation similaire. C'est pas facile en vrai, tu vois. Quand t'as des démons, quand t'as pas tout, enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, je lis les choix de mon père de manière différente. Ça veut pas dire que tout est excusable, mais il y a des choses qui sont compréhensibles en tout cas. Ça, j'aurais été incapable de dire ça il y a 20 ans, tu vois, parce que tu lis pas les choses de la même manière, quoi. Tu lui en voulais peut-être à l'époque? Ouais, j'en ai beaucoup voulu. J'en ai beaucoup voulu à mon père, mais parce que quand t'es plus petit aussi, t'as parfois tendance à avoir des raisonnements un peu binaires, quoi. Tu vois, il y a ta mère qui travaille tous les jours, qui essaye même de repasser le concours de médecin en France, alors qu'elle a pas le... Enfin, tu vois, et ton père qui rentre bourré. Tu vois, donc quand tu vois ça, tu voyais deux extrêmes à la maison. Exactement, tu vois deux extrêmes, donc tu as tendance... Et encore une fois, je suis pas en train de dire que mon père n'a pas fait d'erreur, mais forcément, je pense que quand tu as eu une vie d'adulte après, que toi-même tu as été confronté parfois à des décisions compliquées, tu vois. Donc je pense que pour eux, ça a été compliqué, vraiment, c'est sûr même. Tu vois, tu arrives dans un HLM, franchement, c'était cool, j'avais ma chambre, j'avais des jouets, je veux dire, tu vois, mais... Bien sûr que c'était pas le même niveau de vie. Et donc, si je comprends bien, tu m'as dit que tes parents ont divorcé quand tu avais 8 ans. Tout à fait. Ensuite, tu m'as expliqué que tu vivais seule avec ta mère. Ouais. Du coup, jusqu'à tes 8 ans. Tu vis avec ton père jusqu'à tes 8 ans, après tu ne le vois plus. On se voyait un peu les week-ends, et puis après, il a plus le droit de me voir jusqu'à mes 18 ans. D'accord. Pourquoi ? Parce que le juge l'a décidé. Parce que le juge l'a décidé, et notamment parce qu'il avait des actes de violence, parce qu'il était un peu rongé par l'alcool, etc. Mais je pense que vraiment, l'arrivée en France, le fait de changer de vie, de situation, je pense que lui, il s'en est pas remis, vraiment. Et je l'ai revu sur son lit de mort, pour te dire, tu vois, quand on m'a appelé et qu'il était malade. Donc j'ai pas grandi avec lui. Tu as confié dans une interview, enfin tu me l'as dit d'ailleurs juste avant, qu'il avait des problèmes avec l'alcool, comme tu peux dire. Toi, tu t'en rendais compte à l'époque, ou c'est parce qu'aujourd'hui tu le sais, ou qu'après qu'il y a une décision du juge? Non, tu t'en rends compte, mais tu captes pas vraiment, parce que je le savais. Tu
Tu vois, c'était su, entre guillemets. C'est-à-dire que même... C'était pas quelque chose de tabou chez toi? Ben, c'était... Bonne question, je sais plus trop, mais des fois, tu le vois rentrer, tu vois, dans un certain état. Il y a l'odeur aussi, tu vois, de l'alcool. D'une fois, on m'avait dit qu'il était sorti avec un oncle à moi et qu'ils étaient rentrés tous les deux dans un état pas possible et ils avaient fait un accident de voiture. Donc, tu vois, il y avait un peu ce truc-là où, genre, je savais qu'il avait un souci avec l'alcool. Genre, ça se savait. Mais en même temps, toi, tu sais pas vraiment ce que c'est que de boire de l'alcool. Donc, je me souviens surtout de moments en fait où tu ne comprends pas vraiment ses réactions. C'est plus ça. D'accord, t'es dans l'incompréhension. Ouais, et c'est intéressant. Je regardais une interview de Romane Boringer, actrice et réalisatrice, qui sort un film là, au moment où on enregistre en tout cas, qui est sorti, qui est justement là-dessus, sur le rapport entre une petite fille et sa maman qui a des problèmes avec l'alcool. Et justement, l'enfant qui comprend pas, en fait, tu vois, qui est face à des attitudes, des réactions qu'un enfant ne peut pas comprendre parce que ton père ou ta mère change d'attitude, tu vois. Et ça, c'est un peu bizarre, tu vois. Et c'est compliqué. Je me souviens d'une fois où il m'accompagne à la piscine avec un pote et en fait, il était dans un état vraiment... Tu vois. J'ai des souvenirs vraiment de lui qui tombe, etc., tu sais, mais je pense qu'au moins avec mes yeux de petit, je le voyais encore plus... spectaculaire que ce que c'était sûrement. C'est pas normal de voir ton père qui trébuche, tu vois. Oui, et puis on a toujours tendance à idolâtrer un peu ses parents. Exactement. Donc voilà, mais moi, après, quand t'es petit, c'est pas pour autant que j'aimais pas mon père, tu sais, juste, c'est des attitudes que tu ne comprends pas en fait. Donc tu comprends pas vraiment qu'il y a un souci avec l'alcool, tu sais pas vraiment quand il a bu, sauf quand il y a des odeurs, des trucs comme ça. Mais voilà, parfois t'as des réactions que tu ne comprends pas en tant qu'enfant. Tu vois, en tant qu'adulte aujourd'hui, tu sais repérer un mec bourré, quoi, tu vois. Quand t'es petit, c'est un peu bizarre. Et du coup, comment, pendant ton adolescence, tu te construis avec une figure paternelle absente et qui est finalement aussi très lourde symboliquement? J'ai cherché des figures paternelles dans tous les films que je regardais, etc. Il y avait un truc, vraiment. Il y a un film qui t'a marqué pour ça? Il y a un film qui m'a marqué à chaque fois que je le cite, mais c'est L'Impasse avec Al Pacino. Et pourtant, je veux dire, c'est un gangster repenti. Je veux dire, j'avais pas envie que mon père soit un gangster, mais je pense que dans toutes ces figures un peu de mecs super charismatiques, les personnages de Bruce Willis, Harrison Ford, tu vois, Mel Gibson, enfin vraiment, les années 80-90, des films qui passaient beaucoup à la télé, qu'on regardait beaucoup. Je pense que toutes ces figures un peu de mâle alpha, tu vois, d'un autre temps, si je les ai autant regardées, c'est pas parce que je voulais leur ressembler, pas du tout. C'était plus parce que je pense que je cherchais un peu ces figures-là, tu vois, ces espèces de... Tu cherchais quelqu'un qui t'identifiait de manière masculine? Mais tu sais, je parlais de ça avec un artiste qui s'appelle Varnish La Piscine, un artiste suisse, et qui me disait la même chose sur lui et sur tous les mecs qui regardaient quand il était petit, les Pharrell Williams, etc. En fait, c'était aussi une manière de s'identifier bien sûr à eux, mais aussi de peut-être trouver un truc que t'as pas à la maison, en fait. Je les admirais, en fait. Tu sais, même la manière d'être, de se poser, de s'habiller. C'est un peu comme ça que je trouvais un peu des paires de substitution, quoi. Justement, ça tombe bien que tu parles de figures masculines, parce que si je dis pas de bêtises, la première fois que t'écoutes Tupac, c'est en colonie de vacances. Tout à fait. T'avais quel âge? Je devais avoir entre 14 et 15 ans, en vrai. J'écoutais pas trop Tupac, enfin j'écoutais pas Tupac avant. Ça a été la révélation de ton amour pour le rap? Franchement, ouais, je crois. Hein. Avant ça, j'écoutais du rap, bien sûr, puisque je suis de 86. Le rap, il commence à être vraiment populaire au milieu des années 90, donc j'en écoutais, mais sans que ce soit ma passion, tu vois. Ouais, quand IAM et NTM ça sort, j'écoute, mais MC Solar, Doc Gynéco, mais c'est pas encore un truc qui est important dans ma vie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi à la fin des années 90, il commence à y avoir Internet, car j'ai connu un monde sans Internet. T'as connu l'avant-après? J'ai connu l'avant-après, ma génération a connu l'avant-après. Et donc quand ça arrive, t'as aussi ce truc-là où t'as tu peux télécharger des discographies entières en une nuit. J'ai un pote à l'époque déjà, à l'école, qui a un fond Tupac, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait un fond d'écran de son ordinateur avec un grand graffiti de Tupac, To live by the gun, to die by the gun, tu vois, je me souviens de ça. Bref, il y avait un peu ce truc figure un peu mythique de Tupac, qui était décédé depuis quelques années en fait. Et quand je vais dans cette colonie de vacances, moi je suis vraiment un bousier de cinéma déjà, et de foot à ce moment-là. Et je sens que, tu vois, le rap ça commence un peu à me titiller, mais j'ai pas vraiment encore compris ce qui me plaît dedans. C'est juste la musique que les jeunes écoutent à ce moment-là, donc voilà. T'apprécies? J'apprécie, ouais, je suis pas contre quoi, mais bon. Et donc il y a ce gars-là, Nathanaël, je me souviendrai toujours, qui avait un Discman. Et il était stylé le gars. Tu vois, c'était un Renoir, grand, il jouait bien au basket. Il y avait un truc où, tu vois, je voulais traîner avec lui. Et au fur et à mesure de la colonie de vacances, on devient potes. Et je traîne avec lui, tu vois. Et en fait, je vois qu'il écoute du son un peu tout le temps. Et moi, j'ai pas de culture musicale autre que celle de ma mère. Et donc, je sais pas, un jour, on
il me donne un écouteur et on écoute ensemble. C'est l'époque où Nelly devient une grosse star, donc on écoute Nelly, tu vois. Je trouve ça cool, voilà. On écoute 112, un groupe de R&B. Et puis il y a ce morceau Changes de Tupac. Et là, ce qui est marrant parce que tu vois, Changes de Tupac, en vrai, c'est même pas un top morceau de Tupac. Enfin, c'est un morceau important, mais je veux dire, il y a plus iconique chez Tupac. Tu sais, c'est l'époque où tu te fais des mixtapes un peu sur des CD. Donc voilà, il avait un CD avec 20 titres et il y avait Changes de Tupac. Et je me prends une claque, tu vois. Et en fait, je me dis, là, à ce moment-là, c'est ça Tupac. En fait, Tupac, bon, il était mort, il est décédé en 96. Là, on doit être en 2000, 99, 2000, tu vois, à ce moment-là. Donc c'est récent, mais c'est déjà mythique. Et en fait, il y a un truc un peu, tu te dis, mais attends, tout le monde vous me parlez de Tupac là, je sais même pas si c'est un groupe ou un rappeur. Et je sais pas, le morceau il m'attrape. Et j'adore toujours ce morceau. Hein. Et je me dis, ok, c'est ça Tupac. Donc, et tu comprends l'anglais à ce moment-là? Non, non. Pas. Juste en fait, c'est la mélodie. Ouais. Je commençais à peine à parler anglais, donc non, franchement, c'est même pas ça qui me parle. C'est la vibe, quoi, je sais pas. Et puis c'est peut-être lui aussi, le fait d'avoir Nathanaël qui me le vend, tu vois. Des fois, ça se joue à ça, en fait. En le regardant, lui réagir d'une certaine manière au morceau, peut-être que c'est ça qui m'a piqué, je sais pas. Mais en tout cas, je me rappelle que on rentre, je sais pas pourquoi, je crois que moi j'avais pas une connexion de ouf. Donc je demande à un pote qui s'appelle Grégory, je lui dis gros, est-ce que tu peux me faire un CD? Et vraiment, pour dire j'y connaissais rien en fait, parce que je lui dis mets-moi du Ice Cube, Tupac, Nelly, et il m'a fait un CD que j'ai encore chez moi. Et genre j'ai une mixtape, une playlist qui n'a aucun sens. C'est ta première playlist rap? C'est ma première playlist rap, tu vois, mais que j'ai pas faite moi en fait. Mais c'est ton premier rap. Ouais, exactement. Mais tu vois, c'est un truc, j'avais vraiment dit des noms, en fait, qui étaient en vrai des noms que j'avais découverts via Nathanaël. Je sais pas, je devais avoir un morceau d'Eminem, un morceau d'Ice Cube, que mon gars avait tapé sur Casa, il avait tapé Ice Cube. Donc Casa, c'était un truc de téléchargement à l'époque pour les plus jeunes. Donc il avait juste pris le son numéro 1 d'Ice Cube. Tu vois, il n'y avait même pas de curation en fait. Mais c'est bizarrement un truc, pas bizarrement, mais un truc que j'ai beaucoup écouté. Et en fait, tout ça lance le moment où là, ça y est, du coup, je commence à être piqué et là, je vais commencer à tout mon argent de poche à le mettre dans des CD et donc à avoir une forme de boulimie. Et puis moi, j'ai Internet aussi, ça y est, je commence à avoir une bonne connexion et ça change. Donc j'achète beaucoup de CD, mais je télécharge aussi énormément. Et là, c'est vraiment game changer puisqu'en fait, tu tapes des noms et tu as tous les albums qui arrivent. Genre aujourd'hui, maintenant, c'est normal, mais avant, vraiment, c'est quand même une démarche. Et t'attendais, je téléchargeais des clips même, tu vois, ça semble ridicule aujourd'hui, mais je téléchargeais des clips et je les regardais et les re-regarder. C'est comme ça en fait que ça part. Le rap, c'est quelque chose quand même qui fédère beaucoup. Il y a des gens qui se rencontrent, qui échangent justement parce que ils aiment les mêmes artistes. Est-ce que toi, ça t'a aidé dans tes relations sociales? Pas trop, je crois, hein, parce que en fait, c'était quand même un truc d'internet pour moi au début. C'était dans ta bulle, en fait. Un peu, ouais, dans ma bulle, l'album de James. Un peu. En fait, c'est-à-dire que par rapport à la génération d'avant, eux, je pense qu'il y avait un truc collectif, un truc social, c'est-à-dire que tu sais, d'aller dans des événements, de se reconnaître même, la manière dont ils s'habillaient, etc. Moi, c'est vrai que je suis quand même d'une génération internet. J'ai fait ma culture comme ça. Je l'ai plus fait derrière un ordinateur qu'au contact d'événements culturels. Et ce qui d'ailleurs est un truc qui peut me manquer, hein, tu vois. Mais c'est comme ça que j'ai fait ma culture rap en vrai, si on est honnête. En lisant quelques livres aussi, beaucoup de magazines aussi à l'époque, sur les forums. Donc j'ai pas trop rencontré de gens via le rap en fait. Plutôt, c'était vraiment des relations assez faites via les forums, via des chats de discussion. C'était plus virtuel quoi. C'était beaucoup plus virtuel, ouais, complètement. Et bah écoute, je te propose de passer à la deuxième date. Allons-y. Si je te dis l'année 2008, tu penses à quoi? Ouais, 2008, je pense que c'est le moment où j'intègre l'ABCDR du son. Exactement. Ouais. Comment tu te retrouves là-dedans? Donc dans cette boulimie-là dont je te parlais, on va dire début année 2000 quoi, je veux tout connaître. Ce qui évidemment est un vœu pieux, mais je suis vraiment dans ce truc-là de me dire, mais là je veux tout. Et il y a un truc trop excitant où t'es là, tu connais rien à quelque chose, et en fait tous les jours tu découvres un nouvel artiste, un nouvel album. Et tu peux écouter grâce à Internet. Tu vois, genre je me souviens vraiment du jour où j'ai découvert, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais Kool G Rap, qui est un rappeur américain new-yorkais, je le découvre et je me dis, mais là genre j'ai 5 albums à écouter. C'est trop bien, tu vois, c'est trop excitant. Donc je suis dans cette boulimie-là, et puis un jour je découvre un site qui s'appelle donc l'ABCDR du son. Quand je découvre ça, je suis aux anges, c'est une base de données extraordinaire quoi. Il y a je ne sais combien de chroniques, des interviews, ça contribue à faire ma culture. Donc de base toi t'es consommateur. Consommateur, je suis complètement consommateur et je lis tout le temps, tous les jours, sur le site et sur le forum. À l'époque il y avait les forums, tu vois, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas Instagram, Twitter, donc il y a les forums et il y a des gens qui ont des avis, qui disent ça c'est bien, ça c'est de la merde. Et donc mine de rien, tu sais, je pense que des fois t'es un peu aussi influencé par les avis de personnes que je ne connais pas, mais qui avaient des déclarations très péremptoires sur des albums. Et donc voilà, donc je suis là-dedans, donc je lis beaucoup l'ABCDR. Et c'est aussi le moment où tu te dis, en fait, j'aime trop ça, mais j'aimerais bien faire un truc là-dedans, mais je sais pas trop quoi, tu vois. J'aimerais bien être dans le rap. Tu savais pas comment non plus. Bah ouais, en fait, je voulais être dans le rap, quoi. Et sauf que je savais pas rapper, je savais pas faire du son, mais j'aimais bien écrire.
en fait. Ok. Déjà avant, même un peu plus petit, j'écrivais des trucs et tout. T'écrivais des sons de rap? Non, j'écrivais Ah oui. pas. Alors, ça m'est arrivé. Ok. Oui, évidemment, j'ai déjà essayé d'écrire des textes de rap, c'est catastrophique. Mais Dieu merci, c'était avant YouTube. J'aurais sûrement posé sur YouTube et tu vois, ce serait sûrement encore en ligne. Ce qui est sur Internet reste sur Internet. Exactement. Et donc, je veux en être en fait. Et donc, avant Abester, j'ouvre un blog, qui n'a pas duré longtemps, mais voilà, où j'écris quelques articles, tu vois. Alors, est-ce que c'est Sandwich à l'omelette? C'est Sandwich à l'omelette, exactement. T'as bien bossé. Qui est en référence à une rime de MC Solar sur le morceau Obsolète. Alors, quand j'ai entendu Sandwich à l'omelette, moi j'ai cru que c'est une référence à l'Algérie au début. Ça aurait pu. Ouais, ça parle à plein de gens. Oui. Ouais. Mais là, c'était vraiment, j'avais en tête Solar. Et ouais, et donc, bon, j'ai pas beaucoup écrit dessus, mais en tout cas, c'était ma première fois où j'ai écrit sur le rap, sur la musique. De là, ça me donne un peu confiance en moi. Et donc, je postule à l'Abécédaire du son. Bon, tout était bénévole, hein, mais je postule en leur disant, voilà, j'aimerais bien écrire pour vous, quoi. Et ils ont accepté. Tout simplement, je leur ai envoyé 2 articles, un sur 7 Gecko et un sur Doc Gynéco. Ils m'ont dit, ok, on aime bien ce que tu fais, tu intègres la rédaction. Pour moi, c'était extraordinaire, je te jure. J'avais une copine à l'époque et je sais pas si elle s'en souvient, mais elle a vraiment vécu ça. Et pour moi, c'était genre, j'intégrais le Real Madrid. Ouais, tu vivais ton rêve. Ah ouais, mais vraiment, alors qu'on parle d'un truc qui me rapportait 0 €, qui est un site quand même très spé sur le rap, mais pour moi, c'était trop bien. De temps en temps, 2-3 fois dans l'année, je faisais des réunions, enfin des repas. J'y allais, j'étais trop heureux de rencontrer ces gens-là et tout. À ce moment-là, t'étais en école de commerce, c'est ça? Exactement. Je suis arrivé en école de commerce en 2006. Ouais, c'est ça. Donc 2008. En fait, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. Donc mon centre de formation, c'est vraiment l'Abécédaire du son. C'est les fondateurs, Nicolas Balzer, Jean-Baptiste Vieille, qui m'ont beaucoup parlé, conseillé. Genre, je pensais pas du tout en faire un métier, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce métier. Comment tu t'es retrouvé en école de commerce? Si toi, ce qui te plaisait, c'était écrire, c'était le rap? Ça me plaisait, mais vous savez, moi, ma mère, qui m'a donné une très bonne éducation, attention. Ce n'est que des choses grandioses à dire sur ma mère. Mais ma mère était très angoissée. Ok. Et elle m'a un peu transmis ça. Elle voulait que ça se passe bien pour moi, tu vois. Elle voulait que je gagne bien ma vie et que j'ai une bonne situation, etc. Elle s'inquiétait pour toi. Elle s'inquiétait, voilà. T'es un enfant, de toute façon, tu t'inquiètes. C'est ça le lot des parents, c'est beaucoup d'inquiétude. Mais en fait, si je lui avais dit, maman, je vais être comédien, elle m'aurait soutenu en vrai. Elle disait pas il faut pas que tu le fasses, mais je sentais que ça l'angoissait, tu vois. Et j'aimais pas angoisser ma mère. Donc j'étais plutôt un enfant assez sage, moi, tu vois, je sortais pas trop. Est-ce que t'étais le fils modèle? Un peu, je crois. Ouais. Tu vois, je sortais pas trop, j'avais plutôt de bonnes notes. On avait des embrouilles, hein, mais je veux dire, je crois que ça va, tu vois. Je fumais pas, je buvais pas. Tu sais, j'ai pas fait de dinguerie, quoi. Non, je restais à la maison, je regardais des films et j'écoutais du rap, quoi. Mais elle avait envie, du coup, je pense aussi, et je pense que c'est aussi de l'autre tous les parents, dans sa tête, j'étais trop beau, trop intelligent, et trop fort, tu vois, c'était ma mère, quoi, tu vois. Donc, elle se disait, mais toi, t'as un potentiel de fou, il faut que tu... Donc, tu sais, quand t'as ça et que t'es un peu bon à l'école, je pense qu'elle avait pas envie que je foire. Même si, en fait, moi, je pense que tu peux être très intelligent, tout ce que tu veux, et ne pas forcément faire des grandes études. Enfin, pour le coup, je suis un peu revenu de ça, mais c'était une autre époque, une autre manière de voir, c'était sa manière de voir les choses, surtout. Et je sais pas si c'est ton cas, mais à l'époque, je trouve qu'il y avait beaucoup ce truc où les parents, ils te souhaitaient d'être médecin, d'être avocat, tu sais. Exactement. Il y avait une catégorie de métiers. Ouais, complètement. Et puis, l'école de commerce, il y avait ce truc-là un peu où tu te dis, bon, ben, quand tu sais pas trop ce que tu veux faire, en fait, on te dit que ça va être des métiers qui vont être plus ou moins bien payés, bon, ça rassure. Donc, moi, je me suis dirigé vers ça parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire aussi. À part, je voulais écrire et tout ce qu'on me disait, c'était, il n'y a pas de débouché, c'est trop dur le journalisme. Et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est les années 2000, c'est aussi un moment, bon, non pas que ce soit plus simple aujourd'hui, hein, mais c'est un moment aussi où la presse commence à se casser. Enfin, c'est la fameuse crise de l'industrie de la presse, etc. Donc, c'est compliqué. À ce moment-là, il n'y a pas 10 000 débouchés, je suis pas sûr d'être bon non plus, enfin donc école de commerce c'est vraiment un choix de sécurité à ce moment-là, c'est vraiment, je me dis bon bah voilà, je vais faire ça et ça va être ma vie en fait, et j'y allais pour travailler dans les métiers du conseil, de la finance, de l'assurance, j'en sais rien, mais en tout cas je pensais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Donc toi à l'époque, on peut dire que tu es un jeune passionné de rap. Complètement. C'est quoi d'être un jeune passionné de rap dans les années 2000? Ça permet de dire un truc, merci pour cette question parce que souvent les gens ils parlent des années 2000 et ils sont en mode ouais c'était la crise de l'industrie du disque, le rap c'était pas... Enfin, alors c'était la crise de l'industrie du disque, mais moi j'ai jamais autant aimé le rap que dans les années 2000. Pas que ce soit mieux que maintenant, c'est juste que je pense que t'aimes jamais autant quelque chose que quand t'as entre 15 et 20 ans. Tous les gens qui disent c'était mieux avant sont des gens qui sont nostalgiques de ces années-là. Globalement, c'est mieux d'avoir 15 ans que 45 ans. T'es plus frais, t'as encore tes cheveux, t'as pas encore trop de bide, tu vois, genre la vie est cool quand t'as 20 ans. Et du coup, moi je suis pas nostalgique des années 2000, mais j'ai adoré le rap de cette époque-là, j'ai appris plein de trucs, quelques-uns de mes rappeurs préférés, j'ai découvert à cette époque-là. C'était cool, c'était beaucoup de téléchargements illégaux. Est-ce qu'on n'a pas des préjugés sur les gens qui aiment le rap? À l'époque, tu veux dire? Si, oui. Après,
moi, comme j'écoutais finalement beaucoup de rap sur Internet, j'étais pas vraiment confronté à ça. C'était plus effectivement quand je parlais avec des gens, notamment en école de commerce. On est donc en 2006. 2006-2007, c'est d'ailleurs l'année où Sarkozy est élu. Grand traumatisme pour moi, puisque j'étais... c'est pas pour entériner le cliché de l'école de commerce, tu vois, mais il y avait beaucoup de gens autour de moi qui étaient sympathisants UMP à l'époque. Et je me sentais un peu seul. Bon, moi, à cette époque-là, on est en 2006. 2006, Jay-Z sort Kingdom Come. Donc c'est le grand retour de Jay-Z. Plus que jamais, je veux être Jay-Z. Ok. J'ai échoué, mais je voulais. Donc je veux m'habiller comme Jay-Z. Et donc c'est l'époque où Jay-Z il est en baggy, casquette, t-shirt, chemise. Donc moi j'étais habillé quasiment tout le temps. Vraiment j'avais des baggy extrêmement larges, chemise large, t-shirt en dessous. Donc je mettais baggy chemise, tu vois. Et on n'était pas beaucoup habillés comme ça. Donc je sentais un peu le côté, tu sais, ah lui c'est le rappeur, tu vois. Lui c'est, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'époque il y avait ce truc-là, ce qui est plus le cas. Je pense qu'aujourd'hui tu vas en école de commerce, tout le monde écoute du rap, tu vois. À l'époque c'est pas le cas. Mais moi, les soirées en école de commerce, tu sais qu'aujourd'hui, moi, je fais des soirées uniquement pour penser mes blessures de ces soirées-là. C'est-à-dire des moments où tu as 15 minutes de rap et tu as Still Dre, The Next Episode et Big Ali, et c'est tout, tu vois. Aujourd'hui, tu fais des soirées, tu as du rap pendant 6 heures d'affilée. Et voilà, donc effectivement, le rap n'était pas encore la musique numéro 1, n'était pas encore le truc le plus populaire. Tu te heurtais parfois à des préjugés, effectivement, à des « oh, c'est la musique des racailles », évidemment, ça, j'ai entendu plein de fois. Tu calculais ce type de remarques? Oui, je calculais parce que c'était l'époque où, non pas que je sois moins passionné aujourd'hui, mais quand t'es jeune et très passionné, t'es un peu en mission, quoi. Si quelqu'un dit que tel mec écrit mal, t'as envie de dire, mais bah, viens, on se pose et je te montre que non. Si quelqu'un dit que le rap c'est une sous-culture, c'était quand même une expression à la mode à l'époque, t'as envie de dire, bah non, c'est pas vrai. Donc, surtout que là, ça te met toi directement dans une catégorie. Exactement, complètement. Donc il y avait quand même une forme de combat, je mets des guillemets, hein, j'étais sur internet, j'ai rien fait pour la culture. Mais il y avait un peu ce truc-là de quand tu rencontrais des gens, d'être un peu dans une forme de dualité, quoi. Okay. Alors je vais arriver sur la 3e date. Oui. En 2009, tu perds quelqu'un de très proche pour toi. Est-ce que ça a été un choc? Ouais, bah c'est l'année où je perds ma maman, le 11 décembre 2009. Ouais, bien sûr, c'était un choc. Tu vois, moi j'étais très proche de ma mère. Donc quand elle est tombée malade en 2007, pardon. 2007. Tu vivais avec elle à ce moment-là? Non, j'étais à Lille. J'étais à Lille, donc en école de commerce. Mais je revenais tous les week-ends. Tu vois. En fait, c'est là aussi où... C'est pour ça que moi, l'école de commerce... Outre le fait que je n'étais pas un grand fan du délire école de commerce, etc., mais j'ai pas vraiment vécu l'expérience parce que dès que je pouvais rentrer, je rentrais. Tu vois, dès que j'avais des jours où j'avais pas cours, je rentrais. Tu sais, sur cette période-là, genre les 2 ans de maladie de ma mère, en fait, il y a un truc où, tu sais, quand on pense à la maladie, on pense toujours au truc, tu sais, quand t'entends le mot cancer, t'es pas bien, quoi. Tu vois, quand t'entends quelqu'un a un cancer. Justement, toi, comment tu l'as su? Bah, ma mère, elle me l'a dit, tu vois, je me souviens d'un week-end où je rentre, elle me le dit, et justement, quand elle me le dit, t'es en mode. Tu vois, genre, tu penses forcément au pire. Évidemment que c'est terrible, ça c'est mal fini. Mais je veux dire, pendant ces 2 années-là, il y a aussi beaucoup de moments de bonheur, tu vois. Enfin, je veux dire, la maladie, tu vois, souvent, on a tendance un peu à la prendre sous un prisme forcément un peu catastrophique. Évidemment, même si tu t'en remets, même si tu guéris, c'est quelque chose qui est dur à vivre pour d'abord les personnes touchées, parce que physiquement c'est dur, pour les proches aussi. Mais ça a aussi été, je veux dire, on s'est amusé pendant ces 2 années. Elle a voyagé, tu vois, donc c'était pas genre 2 ans dans un lit en train de dire tu vois, il y a eu des moments compliqués, bien sûr, mais je pense que moi je m'estime quand même heureux parce que j'ai pu l'accompagner. J'ai pu lui dire au revoir. Il y a des gens, ils perdent leur enfant, tu vois, du jour au lendemain, et en fait, il n'y a pas d'adieu, quoi, tu vois. Et moi, c'est quand même important, j'ai pu, dans notre tristesse, notre malheur, j'ai pu quand même maîtriser ça. Le jour où elle allait partir, on sentait que c'était ce jour-là, tu vois. Donc, c'était très dur. Ça allait toujours, en vrai, mais ça fait partie de la vie. Et si je dis pas de bêtises, ton père aussi, tu l'as perdu d'un cancer. Tout à fait, 2 ans après. Toi, aujourd'hui, quel rapport tu as avec la maladie en tant que papa? Ça me terrifie. Moi, je suis vraiment terrifié par ça. Tu vois, vraiment mais même en tant qu'homme, papa, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu perds tes 2 parents de ça, tu te dis qu'il y a un monde où ça quand même peut te tomber dessus aussi, parce que, voilà, c'est la vie. Et ça, à la limite, bon, c'est triste, mais voilà. Mais c'est plus pour... moi, je veux être là pour ma fille, quoi. Tu vois, j'ai pas envie, je veux la voir grandir. Franchement, j'ai pas spécialement envie de vivre vieux. Il y a un moment, ça y est, faut partir. Mais... Maintenant que j'ai ma fille, je serai prêt à l'emmerder jusqu'à ses 80 ans et à être là, tu vois, je pense qu'elle en aura marre. Forcément, ça change un peu la donne. C'est-à-dire que moi, avant ça, je me disais, bon, YOLO, tu vois, c'est pas grave, tu vois. En fait, forcément, maintenant qu'elle est là, il y a un peu un truc où tu dis, ouais, non, tu vois, elle a 4 ans et demi, j'ai envie d'être là le plus longtemps possible, de voir tout ce qui va se passer. Donc ça change un peu ton rapport, on va dire, à
plus qu'avec la maladie, avec la mort, tu vois, avec la fin. Avec la santé peut-être aussi. Avec la santé aussi, exactement. Parce qu'en fait, la mort, elle est inéluctable, mais t'as envie de pas trop subir ça, tu vois. T'as envie de pas, et surtout de pas faire, de pas bousiller la vie de quelqu'un. Parce que mine de rien, pour un enfant, c'est traumatique, tu vois, de perdre ton père, ta mère. T'as pas envie, tu vois, de foutre sa vie en l'air, tu vois. Voilà, c'est plus ça qui me taraude que la maladie dans l'absolu, même si c'est terrible, etc. Mais c'est plus l'impact que ça pourrait avoir sur elle, quoi. Tu penses à ça souvent? Ouais. En vrai, oui. C'est bizarre parce que je veux dire, tu vois, j'y pense à ça souvent, mais je suis pas le mec qui va faire attention à tout ce qu'il mange, à ce qu'il boit, tu vois. Alors que beaucoup de gens qui vont être terrifiés par la maladie, ils vont justement tout mettre en place pour ne pas être touchés par ça. Moi, pas vraiment. Mais ouais, je pense à ça. C'est-à-dire que, en fait, je pense à ça, c'est-à-dire que j'ai 39 ans. Je parlais avec un couple d'amis il y a pas longtemps. Ils font des plans parfois sur 10, 15 ans. Ils disent ouais, dans 10 ans. Ouais. Et c'est normal en vrai. Des choses comme Et ça. c'est normal parce qu'a priori, quand t'es en bonne santé, t'es pas censé partir à 50 ans. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire à me dire, qu'est-ce que je ferai dans 5 ans, dans 10 ans, parce que j'ai l'impression que je serai plus invité à la table, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de... Vu que mes deux parents, pardon, sont morts jeunes, en fait, j'ai forcément un rapport avec la vieillesse qui est un peu particulier. C'est comme si ça n'existe pas trop, tu vois. Alors, mon rapport, c'est vrai, avec le fait de prendre de l'âge, pardon, il est un peu inconnu, quoi. Tu vois, ça me fait même aussi peur de potentiellement vivre vieux. Parce que c'est un truc que je connais pas, tu vois. J'ai pas de vieux autour de moi. Et toi, justement, qui t'es retrouvé sans père et sans mère à partir d'un moment, est-ce que t'as pu trouver du soutien? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, franchement, j'ai été soutenu. Moi, il y a un truc, tu sais, quand j'ai perdu... Par qui? Par exemple, quand j'ai perdu ma mère, par ma copine de l'époque, tu vois, qui était là, tu vois, qui était présente, même si on s'est séparés un peu après. Un truc qui m'a aussi... un peu sauvé, je pense, c'est que ma mère est partie le 11 décembre et le 27 décembre, je sais plus, 28, j'allais faire mon échange universitaire en Thaïlande pour 6 mois. Incroyable. Oui, donc très peu de temps après. Très peu de temps après. Je pense que si j'étais resté à Lille, avec les gens qui sont au courant, etc., il y a un truc qui aurait été un peu plombant. Là, je suis parti. Alors, le revers de la médaille, c'est que j'ai un peu fui, du coup. Je pense que j'ai un peu fui l'événement. J'ai pas vraiment fait mon deuil, tu vois. Après, cette expression « faire son deuil », je la comprends pas vraiment. Mais... je vois un peu, c'est-à-dire que moi j'ai pas vraiment pu être en paix. Mais pendant 6 mois, j'ai fui. Je pense que ça m'a fait du bien, de couper avec les gens, pour le coup, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller au bout du monde en fait, et du coup de ne pas trop penser à ça et de kiffer. Vraiment. De changer d'environnement. Ouais, vraiment. Je pense que ça a été très salvateur pour moi à ce moment-là, même si ça m'a pas permis vraiment d'affronter la situation. Je l'ai plus fui qu'affronté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est toujours des sujets un peu compliqués. Mais ça m'a fait du bien. Et puis après, ouais, des amis en fait. Franchement, après, je suis revenu à Paris, je me suis mis en coloc avec un de mes meilleurs amis. Tu vois, les gens ont été là, mais je pense qu'ils ont été là et que moi, je l'ai pris aussi parce que j'ai eu ces 6 mois-là qui m'ont permis vraiment de reboot quelque chose, je pense. Tu vois, je pense que si j'étais resté en France, ça aurait pas été la même, ça aurait été plus douloureux. T'as eu cette bouffée d'air Juste cette bouffée d'air, tu vois, je sais pas, même juste le fait de parler anglais tous les jours, en fait, tu sais, ça te met dans un autre effort intellectuel, ça te change les idées, tu vois. De toute façon, globalement, quand tu as un coup dur, quel qu'il soit, je pense que c'est important d'avoir la chance de pouvoir être actif quand tu es tout seul chez toi. Enfin, c'est là aussi où tu rumines, c'est là où t'es pas bien. J'ai pu penser à autre chose. Ça m'a fait beaucoup de bien, même si tu penses pas à autre chose, mais en tout cas, t'es drivé par autre chose. Alors, on arrive à la 4e date. En 2013, c'est un tournant qui est assez important pour ta carrière. Tu fais un choix qui va changer ta vie, même. C'est quoi? 2013, c'est le moment où on bosse avec Dailymotion. C'est ça, hein. En fait, depuis entre 2008 et 2013, j'écris pour l'ABCDR du son. J'arrive à Paris en 2010, ce qui change un peu un truc quand même parce que quand t'es à Paris, t'as plus facilement accès aux artistes. Donc là, je fais beaucoup d'interviews. Et puis, il se passe un truc, effectivement. En 2013, il y a Dailymotion qui vient voir l'ABCDR du son et qui dit « On va créer un studio à Paris et en fait, on a envie de créer du contenu et on aime bien ce que vous faites. Est-ce que vous avez envie de créer du contenu pour nous ?» Et la réponse est oui. Et moi, en fait, le fondateur, donc Nico, il me met dans la boucle, il dit « Écoute, je vois que t'es chaud, je vois que tu fais plein d'interviews, tu vois. Est-ce que t'as envie un peu de prendre ce sujet-là » Moi, je dis oui, mais maintenant, en termes de temps, tu vois, j'avais un CDI, j'allais chez Generali à Saint-Denis, tu vois, tous les jours, en costard. Tu vois. Et donc, j'avais T'étais consultant, c'est ça? J'étais consultant, exactement. En finance? Non, en gestion de risque. Je comprenais rien à ce que je faisais. Je peux pas te dire ce que je faisais vraiment. Et oui, ce truc-là, avec cette émission, pardon. En fait, très vite, moi, je comprends que ça m'excite, que j'ai envie de faire ça. Et donc, je décide, sachant d'être un peu en position de force et de pouvoir négocier une rupture conventionnelle avec mon employeur. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je touche le chômage et je me dis, bon, pendant un an, donc début 2014, je vais voir, quoi. Tu vois, je vais mener ce projet. Donc, Dailymotion nous payer, pas beaucoup, mais nous payer un peu d'argent. Et en fait, j'ai eu aussi de la chance parce que c'est aussi le moment 2014 où
le rap entre un peu dans une autre temporalité, le streaming va bientôt arriver, il y a une forme de nouvel âge d'or, donc je le fais aussi à un moment où il se passe plein de choses pour le rap et donc je peux aussi accompagner ça, quoi. Et tu penses que c'est ce qui t'a ouvert des portes pour la suite? Ouais, complètement. Franchement, ça a été le début de tout, puisque en fait, moi à ce moment-là, tu sais, j'avais un exemple. Attention, je me compare pas à lui. Mais mon exemple, c'était Lil Wayne. Ok. En fait, Lil Wayne, il y a un moment où il a dit « Je veux être le meilleur rappeur du monde ». Et donc pour ça, on le voyait partout. En fait, il était omniprésent, etc. Il faisait plein de trucs, il rappait même sur des albums d'Enrique Iglesias. Il était en mode « Ah oui, j'avais pas la ref ». Ça existe, ça existe. C'est pas le meilleur coupé de Lil Wayne, mais ça existe. Et donc il était vraiment dans ce truc-là. Et moi, je veux être journaliste. Tu vois, idéalement, j'ai envie que ce soit ça ma vie, j'ai envie d'être payé pour ça. Donc, faut que je charbonne. Donc, et j'avais ce truc-là, moi, j'avais déjà un rythme d'entreprise, en fait. Tous les matins, je me réveillais, je me disais, là, j'ai cette journée-là, faut que je fasse des trucs. Faut que j'écrive des articles, faut que j'écrive des émissions. Vraiment, j'ai mis toute mon énergie dans un peu ce projet-là d'en être, en fait. Et je me souviens, je m'étais dit, c'est quoi mon objectif? D'ici un an, c'est d'être un journaliste rap qui existe. Tu vois. Et en fait, j'ai eu la chance, c'est qu'un projet en amène un autre, et puis après, tu as un podcast, et puis après, on t'appelle pour ci. Et puis, même mon premier livre, en fait, je pense que ça a joué aussi parce que du coup, ça te crédibilise pour certaines personnes. Voilà, il y a eu un peu un cercle vertueux qui s'est créé à ce moment-là. Mais le point de départ, c'est l'ABCDR du son et Dailymotion, ouais, clairement. Et si je dis pas de bêtises, chez Dailymotion, tu t'es fait pas mal de contacts. C'est là-bas que tu as rencontré des gens du groupe Red Bull, Apple. Ouais, en fait, surtout des techniciens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Par exemple, là, j'ai un podcast qui s'appelle le Moscast. On le fait dans le studio d'un artiste, mais qui est aussi un gestion qui s'appelle Mathias, que j'ai rencontré là-bas. Quand je fais rap-jeu, les premières personnes que j'appelle, ce sont des personnes que j'ai rencontrées à Dailymotion. Parce que, en fait, moi, avant d'aller à Dailymotion, je ne connais pas ce métier-là. Ouais. J'ai jamais été dans une caméra devant une caméra avant ça. Donc, je sais pas comment ça marche, tu vois. Donc, tout ce que j'apprends, je l'apprends avec ces gens-là. Et en même temps, mon seul réseau, ce sont ces gens-là. Si je veux appeler quelqu'un pour filmer, j'appelle les seules personnes que je connais, avec qui ça s'est bien passé. Et moi, j'ai toujours été aussi fasciné par ces métiers-là. Ça m'a toujours intéressé. C'est le point de départ vraiment de beaucoup de choses. Tu sais, on était sur Dailymotion, on fait des émissions qui n'étaient peut-être pas vues par énormément de gens. Ouais. Mais en fait, pour nous, ça a été très constitutif de ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Et alors, en faisant quelques recherches, j'ai vu que tu avais participé à quelques émissions de Balance ton poste sur C8 en 2018. Exactement, ouais, tout à fait. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Ah bah, c'est drôle. En fait, un jour, je vais voir Orelsan et je suis en loge. Je crois que c'est peut-être la première fois que je suis en loge à Bercy, je crois. Et c'était 10h, parce que je travaillais pour 10h à l'époque. Et je vais en loge 10h, je vais avec mon ami Raphaël Dacruz, et il y a Enora Malagré qui est là. En fait, je la connais pas, moi. Enfin, je la connais, tu vois, de la télé. C'est l'époque vraiment TPMP et tout, mais je la connais pas. Je crois que j'ai même presque un peu un a priori négatif à la base, à cause de TPMP. Je sais pas trop, tu vois. Et la meuf, très vite, elle arrive et elle fait « Je crois que tu me dis quelque chose, toi. » On parle. Elle est adorable. Et c'est là aussi où je comprends beaucoup de choses sur... Parfois, tu sais, les rôles que tu dois jouer à la télévision, l'image, tu sais, qu'on peut avoir de toi. Tu sais, en ayant ça, Enora, maintenant, je la connais. Genre, vraiment, elle est adorable. Elle est trop gentille. Des fois, maintenant, je comprends mieux. Tu sais, des fois, tu as des trucs sur Internet, tu as des gens qui te détestent. Tu vois. Des fois, tu as envie de leur dire, mais pourquoi, genre, je suis trop gentille. Je sais pas, je suis trop gentille parce que non, mais des fois, tu dis, mais tu me dis, c'est juste pour un truc que j'ai dit là, ou t'es pas d'accord avec un avis rap, ça mérite pas de la haine. Et en fait, des fois, c'est pas que ça, tu sais. Des fois, c'est humain. Des fois, c'est humain, des fois, ta gueule, elle lui revient pas. C'est le jeu, en fait. Il faut même pas essayer de comprendre, c'est le jeu. Et on peut tous aussi être comme ça. Bref, Enora, je la kiffe, tu vois, et là, elle me dit, t'écoutes quoi en ce moment? Et là, elle me commence à me parler d'Isha, qui est un rappeur que j'adore. Elle me parle de Rock Marciano. Je fais, mais c'est quoi cette meuf, en fait, genre, elle écoute les mêmes trucs que moi et tout. Bref. Et comme quoi, ça fait d'air. Ouais, là, pour le coup, t'as raison. On passe un bon moment, la soirée continue un peu, après chacun rentre chez soi. Et un jour, elle me dit, Cyril prépare une nouvelle émission. Je lui ai parlé de toi, il aimerait bien te rencontrer. Est-ce qu'il peut t'appeler? Tu vois? Elle devait être dans l'émission, elle aussi. T'es pas surpris quand elle te dit ça? Si, bien sûr, mais en même temps, tu te dis, pourquoi pas? Tu sais, ils recrutaient aussi parfois des gens d'internet. Donc, et puis là, c'était pour une nouvelle émission. Je crois que même le projet de base, il devait y avoir Combini qui devait être dedans. Enfin, tel que c'était pitché au départ, ça devait être un truc aussi avec de nouveaux profils. Je dis, écoute, il peut m'appeler, bien sûr. Je pense que je reçois un coup de fil.
30 secondes après avoir répondu ça. Ok. Et là, je reçois un coup de fil et je me fais rouler dessus. C'est-à-dire que je sais pas, pendant 5 minutes, je peux même pas parler. C'est genre, ouais, t'inquiète, c'est genre, tête une bombe. Enfin, tu sais, ce que tu imagines de à quoi peut ressembler l'appel. Bref, du coup, après, on s'était rencontrés un peu après. Je me souviens aussi qu'il y avait une autre personne d'OKLM, Siam Bengoua, qui avait aussi été recrutée, je crois, pour travailler sur une autre émission. Enfin, tu vois, il cherchait aussi, je pense, des nouveaux profils. D'accord. Bref, donc on se rencontre après. Et puis l'émission arrive après l'été. Très vite, je comprends que c'est pas un truc où moi je serais à l'aise. En fait, tu sais, il y a des débats sur... Tiens, la première émission, il y avait des débats genre pour ou contre le naturisme. Mais justement, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que toi, tu étais à l'aise avec Non. les débats Non, qu'il y j'étais avait pas à dans l'aise. l'émission? J'étais pas à l'aise, c'est pour ça que je suis parti au bout de 2 émissions. J'ai fait les 2 premières émissions, j'ai pas été booké sur la 3e. Et en fait, le fait de pas avoir été booké sur la 3e, ça m'a permis de prendre un peu de recul, de me dire, est-ce que j'ai envie de faire ça? Et je suis même pas en train de critiquer l'émission ou les gens qui sont... T'es là, il y a 8 personnes autour de la table et tu dois te battre pour avoir la parole sur un sujet où j'ai pas grand chose à dire. Tu vois, le pilote qu'on fait, c'était pour ou contre les radars à 80 km/h. Je peux avoir un avis, mais... Oui. Et tu vois pas l'expertise que tu as apportée là-dedans. Exactement. Déjà, dès le début, je me souviens vraiment, c'était l'été 2018. C'est pour ça que je suis à Montpellier en vacances et tous les jours, je suis en mode, mais est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que c'est pour moi? En fait, il y a un peu un truc, je pense, de curiosité aussi où tu dis, bon, ben, groupe Canal+, gros animateur télé, est-ce que j'ai les épaules? Est-ce que j'ai envie? Il y a un peu quelque chose en moi qui avait quand même qui était attiré par ça. Est-ce que tu n'avais pas peur de devenir ton Enora Malagré, tu vois? Complètement. Celui qui peut être détesté pour le personnage qui reflète dans l'émission. Complètement. Et c'est... En fait, le truc, c'est qu'à la base, c'était pitché comme une émission culturelle. Un peu quelque chose... D'ailleurs, c'est diffusé le samedi soir. Donc un peu le créneau, tu sais, de ce que faisait Laurent Ruquier avant, ou même encore plus vieux, Thierry Ardisson. Oui. Donc moi... Je me disais, si je peux venir à la télévision et parler de musique, de cinéma, etc., de pop culture, ça peut être cool. Et en fait, très vite, j'ai compris que ce serait pas ça. Okay. Et que j'allais pas pouvoir parler de pop culture, qu'on n'allait pas parler de cinéma ou de musique, et donc que ce serait pas pour moi. Donc je suis parti, je voulais pas me forcer à faire quelque chose qui aurait pu me faire du mal en fait. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a existé, ça a pas duré longtemps, mais ça a existé. Enfin, l'émission a duré longtemps, mais moi, ma vie dans cette émission a été de très très courte durée. Pour rester sur Cyril Hanouna justement, alors j'ai fouiné dans des anciennes interviews. Ah oui? Il y en a une où tu dis je veux surtout pas me mettre à dos Cyril Hanouna, sinon ma carrière est terminée. Pourquoi t'as dit ça? Ça devait être une blague, non? Ah peut-être. Ouais, je pense. Ils ont peut-être coupé au montage le moment où t'as rigolé. Ah ouais, je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Peut-être parce que c'est quelqu'un de puissant, quoi. Okay. J'imagine, parce que je sais plus du tout quand j'ai dit ça. C'était une interview, tu devais piocher des cartes, et en fait t'avais une carte qui disait un sujet et une carte qui parlait de quelqu'un. T'as fait des recherches, hein. Oui. Franchement, je sais plus, mais j'imagine peut-être parce que ça devait être une blague sur le fait que c'est quand même quelqu'un de très puissant et qui aussi, je pense, a ce pouvoir-là de faire et de défaire. Mais bon, voilà, je pense que c'était une blague. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ton parcours, on voit que tu fais jamais de pause. T'es toujours sur, d'ailleurs, plusieurs projets même à la fois. Ouais. Est-ce que t'as une peur du vide professionnel? Je pense pas que ce soit une peur du vide. Je pense surtout que je suis très excité par ce que je fais. Okay. En fait, tu sais, une fois j'avais dit à Fianso, le rappeur, acteur, t'as pas peur d'être omniprésent? On te voit, à un moment il était vraiment partout. Il m'avait dit ça, il m'avait dit, mais Mehdi, quand t'étais nulle part et que t'as l'occasion de faire des trucs de ouf, tu les fais en fait et tu te poses pas la question. Et en fait, moi je comprends complètement ça parce que je pense qu'il y a des moments où j'ai fait trop de choses. En fait, quand t'as la chance qu'on vienne te voir ou que t'aies des idées qui arrivent à se mettre en place. En fait, il y a surtout ça parce que moi, je te jure, j'aime bien rien foutre. Hein. J'aime bien avoir une journée tranquille et je vais au cinéma et puis je rentre chez moi, et puis je vais courir un petit peu et puis après je vais chercher ma fille, puis je vais boire un verre avec un pote. J'adorerais que ma vie ressemble à ça plus souvent, franchement. Ouais. Donc, mais j'ai aussi la chance, tu sais, je pense d'aimer ce que je fais. Je pense aussi que pour revenir sur une discussion qu'on a eue avant, je pense que j'ai peur de la fin. J'ai peur qu'un jour ça s'arrête, tout ça. Donc il y a sûrement un peu une peur du vide, t'as raison, en vrai. Je pense qu'il y a un peu une peur de juste un moment de plus être là, quoi, tu vois, de plus avoir la force. Ou... Tu vois, c'est même pas qu'un jour qu'on m'appelle plus, parce que ça arrive fatalement, c'est plus juste que ça s'arrête, quoi, tu vois, que tout s'arrête. Donc je pense qu'il y a une envie de faire un max de choses et de m'amuser surtout. Parce que je m'amuse, j'ai la chance, tu vois, de m'amuser tous les jours. Mais j'aimerais bien glander un peu plus. J'y arrive pas, mais j'aimerais bien glander un peu plus. Et en 2024, tu décides quand même de faire une pause, malgré le fait que tu es à chaque fois sur plusieurs projets. Ouais. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? En vrai, 2024, c'est une année importante. Je sens que c'est la fin, enfin j'arrive sur la dernière saison du Code. La rentrée 2024, la saison 2024-2025, la rentrée, je voulais pas trop la faire. Je la repoussais un peu, tu vois. Pourquoi? Je sentais qu'il fallait que je parte sur de nouveaux projets, justement. J'entamais ma 5e saison chez Apple, et je pense que c'est la fin d'un cycle.
Tu vois, je le sentais dans le format, dans l'excitation que j'avais justement tous les jours, dans l'amusement que je trouvais ou que je trouvais moins. Et du coup, j'étais un peu à un moment où, tu vois, ça contredit un peu ce que je disais avant, où j'avais pas envie de foutre grand chose. J'étais en mode, ouais, je sais pas, là, je me challenge plus vraiment, je suis un peu sur les mêmes trucs. Donc, il me fallait des nouveaux terrains d'exploration en fait. Je trouvais plus trop ça dans mon ancien job, mais parce que c'est des cycles. C'était plus l'envie de se poser des bonnes questions de qu'est-ce que j'avais envie de faire. Puis c'est rare de rester aussi longtemps dans un job aussi. Ouais, mine de rien, ouais. Et puis c'était aussi un job qui avait beaucoup d'avantages. Dans une très belle boîte, Apple, où j'étais très bien payé, pour être très honnête. Donc il y avait aussi beaucoup d'avantages comme ça. Ouais. Et c'est dur de quitter ça. C'est dur de quitter une situation qui est privilégiée. Quand tu es journaliste musical et que tu travailles dans une entreprise comme ça, une entreprise qui ne connaît pas la crise, pour reprendre les paroles d'Alain Bachung, tu vois, qui va toujours bien. Parce que c'est ça en fait, dans un monde où c'est un marasme total, où quand tu es journaliste et que tu travailles pour des médias, c'est dur en fait. Tu sais pas ce qui peut se passer d'une saison à l'autre. Là, tu travailles pour une entreprise qui n'est pas un média du coup, mais qui se passe bien, qui a un studio pour toi, tu as des conditions de rêve. C'est compliqué de dire adieu à ça. Vraiment, ça a été très compliqué. Ça a été l'objet d'une thérapie même. Tu vois, oui. Ouais, vraiment. Parce que en fait, je sentais que j'avais besoin de quelque chose d'autre, mais j'étais pas prêt à quitter ça. Parce que si ça se passait bien, tu vois, et j'ai que des choses positives à dire sur les gens là-bas, tu vois. Est-ce que tu as ressenti une forme de culpabilité aussi? Parce que tu dis que tu avais des avantages, est-ce que tu... Non, alors c'est pas culpabilité. Je pense qu'il y avait un truc il y a plus un truc, et ça, mais ça a été vraiment l'objet de discussion. Il y a un moment où je me suis dit, il faut aussi que quelqu'un d'autre profite de ça. Je peux pas m'attacher éternellement à un job en or si je sens que ce job-là ne m'excite plus. Je peux pas rester quelque part uniquement pour l'argent. Enfin, on peut, je veux dire, je critique pas ceux qui le font, chacun fait trucs. Moi, en tout cas, je sentais que c'était pas moi. Je sentais qu'il fallait que j'aille ailleurs. Et là, et encore une fois, je dis ça alors que franchement, j'ai adoré bosser pour Apple, vraiment. Mais je sentais que là, si je restais encore, ça aurait été peut-être pour les mauvaises raisons. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quelques temps, on a reçu Tariq Shakor qui a écrit le Tidico de Jul. Il nous disait que Jul, dans ses décisions, il y a beaucoup d'instinctifs c'est ce qui fait aussi son succès. Est-ce que tu le rejoins toi sur ça? Ouais, complètement, vraiment beaucoup. Mais après, des fois, c'est dur d'être instinctif quand tu as des responsabilités, que tu as des frais, que tu as des factures, que tu as une famille. Enfin, tu vois, moi, je jette pas la pierre sur les gens qui font pas comme ça, vraiment pas. Et puis, c'est aussi un luxe de pouvoir raisonner. Moi, en fait, j'ai aussi pu partir parce qu'on est venu me proposer quelque chose. C'est pas juste moi tout seul, voilà, donc c'est aussi des rencontres, etc. Mais ouais, c'était plus ça en fait. Et tu peux pas faire un job de rêve comme ça et au bout d'un moment ressentir une lassitude. Si tu vas au studio comme à Levine, c'est que Babylone a gagné, disait Népal. Et si moi je vais au studio d'enregistrement comme à l'usine, en fait, c'est que j'ai perdu un truc, tu vois. Et donc, il fallait le retrouver. Pendant cette période, tu vis aussi pas mal de critiques de la part du public. Pourquoi? Parce que c'est le jeu, je pense. Tu vois, je pense que c'est le jeu aussi d'être critiqué, en fait. Puis, il y a parfois des critiques qui sont légitimes. Tu vois, je veux dire, les critiques sur Internet, c'est pas que des gens en slip de 18 ans qui disent des méchancetés. Ça existe. Puis parfois, il y a des critiques qui sont légitimes. Parfois, il y a des critiques constructives même. Il y a des critiques qui t'ont aidé? Ouais. Tu vois, en fait, il y a des critiques faites par des gens qui t'aiment pas, qui te regardent pas. Et ça, en fait, c'est le jeu. Il faut réussir à dépasser ça. Parfois, il y a des critiques faites par des gens qui t'aiment bien, en fait, qui regardent souvent ce que tu fais et qui disent, franchement, là, Mehdi, cette interview, elle ressemble vraiment beaucoup à l'autre. T'as moins travaillé ou t'as moins bien travaillé, ça te touche. Parce que tu dis, là, il y a de l'amour dans ce message-là, en tout cas. Le gars, il me connaît, tu vois, il suit le programme, donc je peux pas faire comme si c'était juste de la haine gratuite, tu vois, c'est pas le cas. Donc des fois, ça te permet de te remobiliser aussi. Puis après, je pense que, tu sais, il y a un moment aussi, moi, je faisais beaucoup de choses, on me voyait beaucoup. Donc il y a aussi un moment où t'en as peut-être un peu marre de voir la même gueule tout le temps. Tu vois, il y a des formats qui peuvent aussi à un moment user des gens. Moi, maintenant, je suis en paix avec ça, tu sais. Je parlais de ça avec Dinos récemment, là, cette semaine. Dinos, il me disait, J. Cole, ce sera toujours un de mes rappeurs préférés. Pourtant, ça fait peut-être 3-4 albums que j'aime moins ce qu'il fait. Mais j'aimerais toujours J. Cole, tu vois. Et en fait, je pense qu'une carrière, et c'est peut-être pareil pour des gens qui vont ressentir ça avec Dinos, en fait, dans une carrière, tu peux pas non plus, si tu veux qu'elle soit longue, avoir tout le temps tout le monde, tu vois. Il y a des moments, en fait, où tu perds des gens, et des projets où tu récupères des gens. Donc je pense que, voilà, il y a un moment où tu peux aussi cristalliser des critiques. Je pense que dans le rap, il y a aussi beaucoup de débats, tu sais, sur qui peut rapper, quel rap on met en avant, sur la gentrification dans le rap, etc. Et moi, en tant que journaliste visible, tu vois, j'ai été pris dans ces débats et parfois ces critiques. Dans les critiques, il y a des choses qui m'ont permis aussi, moi, de remettre en cause des choses chez moi, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est le jeu aussi. Pendant que tu travailles pour Apple, oui, il y a un gros média mainstream qui a voulu te débaucher. Oui.
Est-ce que tu peux nous dire lequel c'est? Bah, je peux te le dire, puisque maintenant je suis chez eux, c'est France Inter. Ah, donc c'est eux? Ouais, c'était France Inter. C'est France Inter. En fait, la question s'était déjà posée en 2024, en fait, pour tout te dire. Et j'avais dit non. Et je pense que j'étais pas trop en paix avec cette décision, en fait. Pendant 1 an, j'ai porté un peu cette décision de me dire, j'aurais peut-être dû y aller. Mais après, ce qu'ils me proposaient aussi me convenait pas complètement parce que c'était une hebdo, c'était différent. Mais c'était ça, en fait, c'était ça. Et moi, j'ai déjà expliqué, mais j'ai toujours été un peu fasciné par France Inter. Tu vois, c'est toujours un peu un truc de. Moi, j'avais dit, tu vois, franchement, c'est même pas pour refaire le storytelling, mais moi, j'étais fan d'Apple. Enfin, je suis fan d'Apple. Quand Apple Music s'est lancé en 2015, j'étais en mode, j'aimerais trop, je veux être là-bas. Et je me souviens que quand je suis arrivé chez Apple, je me suis dit, mais là, le problème, c'est que j'ai 35 ans, je vois pas trop où je vais aller après, quoi. Et j'ai dit, le seul truc qui pourrait me faire bouger, pas pour des raisons financières du coup, mais pour le prestige et pour ce que ça représente, c'est France Inter. Et donc, quand ils sont venus me voir la première fois, j'ai dit non, et je pense que ça m'a embêté de dire non. Donc, quand ils sont revenus, j'ai dit oui. Bah justement, on arrive à la dernière date, 2025. Cette décision, elle surprend le public. Est-ce que tu comprends pourquoi le public est surpris? Je comprends que ça surprend le public, parce que moi je suis un gars d'internet, tu vois, j'ai fait des trucs que sur internet. Là, tu vas à la radio, dans un médium plutôt, la radio, qui est un médium qui est plutôt vieillissant. Moins de gens écoutent la radio qu'avant, ça c'est factuel, ce sont les chiffres. Pour moi, il y aura toujours de la radio, juste peut-être qu'on va pas l'écouter de la même manière qu'avant, mais on est à un moment où le podcast cartonne. Donc en fait, moi, je fais de la radio, mais j'ai l'impression de faire du podcast, en fait, de sortir un podcast par jour. Donc pour moi, peut-être que je me trompe, mais on participe à un nouveau repositionnement de la radio, des formats. C'est pareil pour la télé, en fait. Quand on dit les gens ne regardent plus la télé, déjà il y a des gens qui regardent la télé, mais en fait il y a plein de trucs de télé qui cartonnent sur internet, en replay, etc. Et on a quand même des programmes aujourd'hui à la télévision qui marchent et qui aussi intéressent des jeunes. Je pense à la Star Academy, par exemple, qui est un vrai succès aujourd'hui. Moi, je pense que c'est peut-être ça qui a surpris, c'est le côté média traditionnel. Là où c'est pas là que j'ai fait ma carrière, entre guillemets. Les gens qui me connaissent, ils savent ce que ça représentait pour moi. Et puis, je pensais aussi, tu sais, que moi, dans ma réflexion, il y avait aussi la volonté d'aller sur aussi d'autres sujets. Genre, j'aimerais toujours le rap. Je reçois beaucoup de rappeurs chez France Inter, vraiment. Mais j'ai aussi envie de parler de cinéma. J'ai aussi envie de parler de culture internet, de lifestyle. Et c'est ce que cette émission me permet de faire aussi. Donc, d'avoir une émission de pop culture. Ce que je ne faisais pas avant, c'était aussi une manière de me challenger. On avait une interview avec Léna Situation, par exemple. Oui, exactement, ouais. En fait, c'était un besoin de me challenger et de me dire, ok, bon, là, je fais des interviews de rap. Je crois que je sais le faire. On peut ne pas aimer mon style interview, mais ça fait longtemps que je le fais, etc. Il faut que je me prouve que je sais faire autre chose, que je peux aller faire autre chose, que je peux parler avec Gilles Lelouch ou avec Benjamin Biolay ou avec Camille Mbé, quoi. Tu vois, c'était vraiment un challenge personnel et une volonté d'aller explorer d'autres terrains. Donc voilà, c'est ça en tout cas qui m'a motivé. À présent, comment tu vis la notoriété? La notoriété, la mienne, elle est cool. Tu vois, genre, je veux dire, moi je marche dans la rue, je viens en vélo là. Je viens en vélo, tranquille. Des fois, t'as un mec qui me voit, il me dit salut. J'ai quelques amis qui sont très connus. Eux, ils sont obligés de prendre des précautions pour sortir. Tu vois. Toi, t'en es pas à l'heure. Non, mais après, peut-être que je me rends pas. Enfin, peut-être que je devrais parfois en prendre plus. Je veux dire, moi, je sors dans Paris, tu vois. Je demande pas à être caché derrière un poteau. Tu vois, j'ai pas de souci avec ça. Parce qu'encore une fois, ma notoriété, elle est pas énorme. Moi, je suis à ce niveau de notoriété là. Je vois un groupe de jeunes. Dans le groupe, il y en a un qui va être en mode « Ah, Mehdi, je te kiffe ». L'autre qui va être en mode « Ah ouais, je vois vaguement qui c'est qui va tomber sur mon prénom ». Et l'autre qui va être en mode « C'est qui lui ?» Tu vois. Donc, je suis pas Squeezie, je suis pas Evic, je suis pas... Donc, eux, ils se protègent et ils ont raison parce que sinon, c'est invivable. Moi, franchement, je peux marcher dans la rue. Parfois, on va me reconnaître, mais je veux dire, c'est pas un problème pour ma santé mentale, quoi. Il y a le livre Empire qui est sorti il y a pas longtemps. T'en as entendu parler? Bien sûr, je l'ai lu. Et toi, en tant que fan de rap, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il dit? Pour être honnête, il y a des choses... alors, je savais pas les détails, mais je savais. Tu vois, dans le milieu, il y a des choses en tout cas qui sont racontées dans le livre. Comme quoi, par exemple? Comme c'est de la proximité entre parfois certains artistes et certains voyous, tu vois. Ça existe, c'est une réalité, tu vois. Parfois des histoires de blanchiment d'argent. Enfin, moi, je sais pas si c'est vrai, je sais pas. Mais en tout cas, le livre, pour l'avoir lu, c'est pas que ça. C'est vraiment, sans vouloir, je suis pas l'attaché de presse du livre, mais c'est aussi comment le rap est devenu la musique numéro 1, comment le rap génère énormément d'argent, et comment les rappeurs sont des entrepreneurs de fous, et comment aussi tout cet argent généré intéresse des personnes, tu vois. Aussi bien les maisons de disques que d'autres personnes. Donc moi, j'ai l'impression
Après, je suis pas moi, je connais pas vraiment les équipes des artistes, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un travail qui a été fait d'investigation, fait par des journalistes qui, je crois, ont travaillé. Voilà, je l'ai lu, j'ai appris des choses, si tant est que tout soit vrai. J'ai trouvé ça quand même assez édifiant, intéressant. Voilà, mais je pense que c'est surtout quand tu es quand même dans le rap depuis longtemps, il y a beaucoup de choses dont tu as déjà au moins entendu parler, quoi. Et avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as construit, est-ce que tu portes un regard différent sur ton parcours? Non, franchement, je sais pas, moi, on n'est pas des artistes, les journalistes. Donc en fait, je pense que l'artiste, il a tu vois, il se pose beaucoup de questions sur lui, son parcours, son héritage, tu vois, tel album par rapport à tel album, ou, tu vois, ou tel film par rapport à tel film. Nous, malgré l'égocentrisme dont je te parlais au début du fait d'être fils unique, en fait, j'ai quand même compris assez vite que quand on fait le travail qu'on fait, on marque pas l'histoire. C'est-à-dire que globalement, à part un journaliste tous les 100 ans, les gens vont pas se souvenir de nous. Après, t'es quand même le journaliste assez influent dans le domaine du rap. Tout le monde aura oublié ça. Vraiment, sincèrement, c'est même pas de la fausse. Tout le monde aura oublié ça très vite. Tu vois. Donc, une fois que tu es en paix avec ça, avec le fait que tu ne vas laisser aucun souvenir dans l'histoire de l'humanité, c'est ok, c'est très peu de gens ont ce privilège-là. En fait, du coup, je réfléchis pas trop à mon parcours. En fait, j'ai juste envie de kiffer, de passer d'un projet à l'autre sans me poser la question de qu'est-ce que ça représente, tu sais, par rapport à... on est juste des journalistes, créateurs de contenu, donc tout ça n'est pas très sérieux, même si je prends au sérieux ce que je fais. Je name dans beaucoup de gens, mais j'étais avec Lara Luciani là cette semaine et je lui ai posé une question, je lui ai dit, t'as des victoires de la musique, tu remplis des stades. C'est quoi le rêve un peu que t'as pas encore fait? Elle m'a dit, franchement, j'ai pas de rêve de chanter dans des stades ou quoi, mon rêve c'est que ça dure. Ouais. Et ça, c'est un privilège, tu vois, que ça dure. Moi, mine de rien, ça fait pas 1000 ans que je suis là, mais ça fait quelques années, je suis encore là, tu vois. Je sais pas pour combien de temps, mais c'est une chance d'être encore là, d'avoir encore des gens qui t'écoutent. Voilà, déjà le fait d'avoir ça, c'est cool. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer pour les jeunes, notamment, qui voudraient travailler dans ce milieu? C'est compliqué parce qu'en vrai, on voit beaucoup de messages comme ça, tu sais. Et en fait, j'ai pas vraiment de réponse ou de recette. Le seul truc que je peux dire, c'est si vous avez une passion, il faut la cultiver. Voilà, il faut cultiver cette passion, il faut l'entretenir, il faut être curieux, vraiment. Je pense qu'il faut, si vous avez envie de faire ça, et je dis ça sans donner de leçons, quoi, mais il faut essayer de faire ça pour les bonnes raisons, vraiment par passion, pas parce que un truc est à la mode. Moi, j'ai beaucoup de gens, je pense, qui voulaient être journalistes rap à un moment, parce que le rap, c'était le truc. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? C'est un peu bateau ce que je vais dire, parce que je crois que j'ai pas vraiment de recette classique, mais si vous êtes bon et que vous persévérez, il se passe des choses. Voilà, mais pour ça, il faut cultiver sa passion. Et surtout plus que jamais aujourd'hui où, en gros, tout le monde peut être créateur de contenu, tout le monde peut faire son truc, donc il faut se distinguer. La clé pour faire ça bien, c'est d'être passionné et de conserver ça, quoi. Donc voilà, passion et curiosité, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Un échange qui a duré 4 heures. Oui, c'est vrai, mais très intéressant. Trop bien. Merci à toi, Inès. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de 5 dates. N'hésitez pas à dire en commentaire qui vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Je peux revenir aussi. À bientôt. À bientôt.